Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La philosophie de Hans-Georges Gadamer entre interprétation ontologique et fondation éthique. Nous diviserons notre travail en 5 parties. Introduction et conclusion. Premièrement, l'aliénation positiviste. Deuxièmement, l'autoritarisme de la norme positiviste. Troisièmement, la dimension cachée du monde humain. Quatrièmement, une utopie herméneutique. Cinquièmement, un paradigme esthétique. Introduction. Cette présentation de l'œuvre de Hans-Georges Gadamer, Vérité et méthode, n'a d'autre ambition que pédagogique relativement à un public philosophique. Sa rédaction est de surcroît destinée. Elle s'attache à faire de Gadamer un penseur polémique, critique des impasses de la modernité, dont la principale serait la mainmisme de sciences de la nature sur le modèle de savoir et la dissolution de l'art dans la conscience esthétique. Encore, Gadamer accomplit-il cela grâce à une procédure particulière, celle de condamner la modernité au nom de ce qu'elle a oublié ou plutôt relégué afin de lui trouver une voie de sortie qui ne soit pas postmoderne. Mais le lecteur doit savoir qu'en contexte germanique, une autre présentation de cette philosophie serait possible et nécessaire pour qui montrerait comment la réflexion de Gadamer ainsi que son style très particulier notoirement opposé à celui du néo-kantisme de Paul Nator, sort l'herméneutique de sa forme traditionnelle en s'appuyant sur les apports des sciences de l'esprit et de la philologie, afin de la démarquer du second Heidegger, ainsi que des travaux des éthiques de la communication, précisément Jürgen Habermas, ou de la discussion, précisément Karl Otto Appel. Du coup, sa signification est autre. Elle défend surtout l'idée d'un a priori de la précompréhension du monde qui accompagne l'inévitable appartenance de chacun à une communauté de langue et de tradition avec un impact sur une théorie de la justice. D'une certaine manière, Hans-Georges Gadamer 1900, né à 1900 Marbourg, a décédé 2002 à Heidelberg, est le premier philosophe à avoir utilisé les termes herméneutiques, évoquant les notions d'interprétation herménion en grec et de sa signification du point de vue non dogmatique, sans autoritarisme ni référence institutionnelle sous la forme d'un adjectif pour la coller à philosophie afin de servir les desseins de redéfinir complètement l'objet de la philosophie moderne. Cet usage des vocables herméneutiques pour lequel Gadamer établit lui-même les sources qu'il a rangées donne d'emblée une indication précieuse sur les objectifs du philosophe. C'est une perspective globale portant sur l'intelligence des actions humaines qui, si trament dans les grandes lignes, ne peuvent être résumées qu'à condition de faire l'impasse sur de nombreux sous-ensembles. Cette philosophie herméneutique est une philosophie dont le dessein est premièrement de décrire la situation actuelle de la condamnée pour avoir abouti à la fois à la séparation de l'homme et de la nature par fait des sciences et des techniques, et à la division de l'homme avec lui-même par fait de sciences humaines et secondement de tenter de montrer que la seule voie de sortie possible de cette réalité culturelle et historique est celle de la restauration d'un fond originaire unifiant commun à l'humanité, c'est-à-dire le langage,
en même temps qu'il est susceptible de réunifier l'homme avec soi-même. Ainsi, la philosophie herméneutique est une philosophie qui décrit un état de savoir et ses effets. Elle est une procédure qui dévoile, elle est une recherche du vrai fondement caché de l'humanité qui propose à partir de son résultat une conduite unifiante ou réconciliatrice. Elle est une éthique de la compréhension. Gadamer ouvre presque tous ses travaux sur une description détaillée des portraits d'une époque, d'une culture et d'une société aliénée selon le mode de pensée de la philologie post-husserlienne. Le projet de remontée en amont de l'objectivité scientifique, il montre que notre société et sa culture reposaient sur une préconception systématique non élucidée, celle de la domination sur toute chose de la parole des experts et en conséquence celle de la séparation et de l'abandon à eux-mêmes des citoyens et leur incapacité à décider quoi que ce soit sont cédés aux intérêts séparateurs de la science et de la technique. Cette formulation gadamarienne de la condition humaine moderne vise à provoquer la prise de conscience de l'existence et des effets de la séparation dans notre société. Une partie se prend pour le tout. Quelques experts dominés, nous ne nous rapportons à nous-mêmes que par des spécialistes psychologiques et d'une séparation-domination qui plus est aliénante parce que la conscience de soi de l'époque et de chacun se trouve donc placée hors de soi-même chez des experts et dans leurs convictions incontournables, incontrôlables. En somme, quitte à être réducteur, l'objectif de Gadamer est de contribuer à montrer qu'il convient d'urgence de passer d'une fausse connaissance du monde et de nous-mêmes, appuyer sur les sciences et les techniques dans l'encyclopédisme positiviste et borné et dont l'ambition est de réduire la pratique et à la technique son finalité à une vraie connaissance, à une expérience herméneutique du monde et de soi qui correspond à une expérience authentique. Cette dernière doit faire reculer l'horizon limité ou borné qui était jusqu'à là le nôtre en nous faisant accéder à la connaissance de tout et limiter des anticipations de notre expérience du monde finalité et de nous-mêmes en somme à la connaissance de ce qui rapproche au lieu de séparer cela le ressort de sa manière de réclamer de l'herméneutique de la science de forme, de conditions et de limites de l'entente entre les hommes, par opposition au positivisme qui fait de la science et de toute science de la nature de l'esprit, la référence unique, l'herméneutique veut être une philosophie dont le champ n'est ni limité ni unilatéral. Ce champ, ce temps de science aux activités pratiques, de la théorie à la pratique, économie, droit, politique, religion, etc. Si on reprend comme nous les avons fait ci-dessus, le terme de la division traditionnelle, en tout cas moderne, du domaine de la philosophie. Dans ce cadre, elle a pour objet l'universel, ce qui doit s'entendre d'abord sous la forme d'une approche de fondement commun de dualité de la nature et de mœurs, de la théorie et d'une pratique non résorbée dans la technique, puis du fondement commun de l'humanité, mais afin d'exclure toute partialité, ce fondement ne peut être envisagé que par une référence au langage. Gadamer ne se réclame ni d'une théologie, ni d'un naturalisme, ni d'un culturalisme. Dans la mesure où seul pense Gadamer, il est le champ universel de notre connaissance humaine, disons en un sens très large la forme vitale de la connaissance humaine.
De lors, l'herméneutique fixe une tâche à la philosophie. Je cite Gadamer, on peut donc affirmer que la tâche générale de la pensée philosophique est aujourd'hui de résister à ces aliénations, de le refondre au creuset d'un authentique effort de pensée. Premièrement, l'aliénation positiviste. On peut aboutir à la définition de cette tâche par un autre biais. Pourquoi se réclamer de langage est-il essentiel aux yeux de Gadamer? On pourrait évoquer deux causes lointaines tenant à l'histoire de la philosophie occidentale et sont proches de Logos. Gadamer le fait parfois et propose en général ses conclusions dans ces termes de rapport de Logos et de l'ethos, mais il insiste plus fréquemment sur une autre perspective. Elle puise ses raisons dans la description de la culture contemporaine. De nos jours, notre manière de parler du monde, de sciences de la nature, de nous-mêmes, sciences humaines, et de notre histoire, science historique, ne s'accomplit plus que sous l'autorité anonyme de la voix de la science. Notre manière habituelle de philosopher est elle aussi tombée sous la prétention unilatérale de la connaissance et de la méthode scientifique et technique. En conséquence, nous sommes aliénés, c'est-à-dire que nous sommes séparés de nous-mêmes, médiatisés par des méthodes et des techniques que nous éloigner de nous et voyez nos existences à l'utile. De lors, chercher à désaliéner les hommes puisqu'il s'agit de projets de la philosophie herméneutique. C'est donc ressaisir, si possible, une puissance de lien, une puissance intrinsèque de solidarité entre les hommes, une sorte de vertu sociale de contact et de signification non formelle. Cette puissance des liens et de signification, l'herméneutique de Gadamer pense la découvrir dans le langage. Elle affirme même qu'il s'agit là de la fonction que remplit le langage au premier chef, qui le place au premier plan des analyses requises. Ainsi, dans ce contexte herméneutique, une première opposition se trouve justifiée, celle qui distingue la science limitée et aliénante et la philosophie ouverte et libératrice. Au demeurant, développe Gadamer la philosophie moderne non herméneutique, le résultat de la division du travail intellectuel qui sépare les objets et d'une domination de la science. La science domine la technique, la soutient. Et la philosophie a pris le risque, puis le 19e siècle, de nous faire perdre le sens de tout en condamnant à se contenter de devenir la simple somme de tout ce qu'on peut savoir, une sorte d'encyclopédisme, sciences de la nature et des sciences humaines, sans autre perspective que le gain. Tandis que la science, de son côté, s'est substituée à la philosophie en faisant passer pour le savoir exclusif, notamment sous la forme de positivisme. Notre concept de philosophie est en fait marqué par l'opposition et la différence entre la philosophie et la science nouvelle qui apparaît au XVIIe siècle et qui depuis lors détermine l'époque moderne jusque de ses fibres les plus intimes. On le voit dans la perspective gadamérienne, la philosophie actuelle est entièrement soumise à la science. Les philosophes ne trouvaient même plus de justifications internes à leur travail. Et pire encore, ils sont liés aux visions du monde qui ont des prétentions à la totalité sans en avoir le moyen et qui se réfugient dans le religieux. En réalité, Gadamer s'appuie ici paradoxalement sur une épistémologie de type conscient. Si la science est un système de questions qui oblige la nature à lui reprendre, critique de la raison pure, 1781,
Alors pourquoi ne pas affirmer que si la science a sans doute raison dans son domaine, nous pouvons non moins affirmer que les bonnes questions à poser ne sont pas celles de la science. Ainsi, l'optique consciente d'une limite du pouvoir de l'entendement afin de faire place à la pratique qui par conséquent, tout vrai sur la raison illimitée devient ici ouverture sur une dimension herméneutique de la totalité authentique d'une existence humaine vouée à l'historicité, ce que n'est donc pas son lien avec Kant, faisant de la raison la faculté de l'inconditionné, mais le dépasse dans la direction d'une totalité existante, cette fois dans l'histoire, ce qui ne pas sans offrir au moins deux commentaires possibles. Le premier devrait porter sur le post- post-romantisme de Gadamer. Euh, Ici, conséquence, et de l'autre, le fait qu'avec Gadamer, la philosophie fonde à nouveau son domaine sur l'autorisation qu'elle s'accorde de limiter les autres savoirs, y compris désormais les sciences humaines. Là est la source du couple d'opposés que nous allons mettre en relief maintenant, le couple expliqué, comprendre qui appuie cette formule. Je cite Gadamer, on ne peut se satisfaire du concept moderne de science et du concept de méthode qui lui est lié. Vérité et méthode, page 34. Deuxièmement, l'autoratisme de la norme positiviste. Approfondissons d'abord le rapport de Gadamer aux sciences qu'il regroupe sous le titre métaphysique et unilatéral de la science. Cela permettra de conforter la structure du double mot à partir de laquelle il pense, selon cet auteur, l'idéal du positivisme perçu au travers de la philosophie de Hermann Helmholtz, notamment dans ses textes de 1862, concentrés autour de références à une norme universelle de scientificité. L'idée de méthode a le sens d'une imposition à toutes les recherches d'une unique manière de travailler, primat de la causalité mécanique et de son corrélat, l'induction. Privilège de la répétition, on applique la méthode à des objets différents. Absence d'imagination, à quoi il faut évidemment opposer l'idéal herméneutique d'une compréhension non répétitive du monde et des hommes. Comme nous l'avons précisé ci-dessous, Gadamer opère à partir d'une conception de la science acceptée sans justification que n'est autre que celle qui fut déployée de la analyses de Immanuel Kant, dont il fait le responsable de l'érection en normes absolues de savoir méthodique de sciences exactes, voire de Karl Popper. La science reposerait sur cette évidence sereine que tous les énoncés de la recherche doivent être vérifiables et d'une manière générale ne peuvent être considérés comme des connaissances que lorsqu'elles incluent un procédé de vérification des falsifications. Le thème dans la conférence Sciences de la nature et herméneutique. Ces présupposés admis, Gadamer explique que notre culture cherche aussi et depuis longtemps à appliquer cette conception positiviste de la science et de manière normative à ce que nous désignons, nous autres Français, par l'expression sciences humaines et qui se trouve être en réalité dans les classifications allemandes sciences de l'esprit. D'abord en vertu de l'héritage conscient et de la division entre l'espace de pensée de la nature et celui de la liberté. Ensuite, en fonction de l'expression inventée par le traducteur allemand du texte anglais de John Stuart Mill, c'est-à-dire à l'expérience du monde social et du monde de l'âme. Gadamer
relève à juste titre que de leur naissance au XIXe siècle, ces sciences humaines ont tenté d'accomplir un effort épistémologique afin d'être prises au sérieux. Elles ont voulu être traitées comme des sciences et non comme des spéculations stériles. La réflexion logique, Gustav Droysen, William Doltey, a cherché à les sortir du romantisme en leur donnant l'orientation scientifique d'une recherche de loi ou de régularité dans le phénomène moraux. Ainsi, la solution trouvée à l'époque a-t-elle été de le soumettre au modèle de sciences de la nature et du coup de les enfermer dans le positivisme par un système d'analogie que Gadamer ait raison ou non de croire que ce processus s'est perpétué ou se perpétue encore. Ils ont fait l'examen en premier lieu à propos de l'objectivisme historique de la science de l'histoire. Euh, euh, Rank 1795-1886 et son histoire du monde, Gustav Droysen 1808-1884 et son histoire de la Prusse, dont il remarque qu'elle se voue à expliquer les phénomènes en masse au prix de s'interdire de comprendre le singulier. Les historiens, affirment-ils, veulent expliquer le passé à partir des présents, induction, alors que le passé devrait s'expliquer par rapport à son propre passé, etc. Que ces remarques soient pertinentes ou non, encore de nos jours, il suffisait à Gadamer pour affirmer que dans les sciences humaines, on fait de la vérité quelque chose à apprendre des dates de nos de batailles, etc., et à transmettre de vertus, de gloire, de leçons, alors que la vérité herméneutique est une vérité à laquelle il convient de participer. Entre autres, lorsqu'il s'agit d'histoire proprement dite, la vérité herméneutique de l'histoire est de nous permettre de nous réconcilier avec nous-mêmes et de nous reconnaître dans l'altérité. Des analyses semblables sont entreprises en second lieu sur le corpus de la psychologie. Gadamer montre que la psychologie nous égare d'autant qu'elle repose sur une théorie mécanique des facultés. Autant dire que le rapport de l'homme à lui-même est interdit par ce genre de savoir qui, en objectivant chaque faculté, nous empêche de nous comprendre. Le problème central en psychologie comme en histoire ne serait donc pas de rechercher de lois ou de régalité pensable en ce terme, mais de saisir pour elle-même la singularité de chaque événement et de chaque personne. Enfin, il en arrive en dernier lieu à montrer que souvent on veut voler, soumettre la philosophie à de telles procédures pour la transformer en science. C'est le monde d'un retour à une posture métaphysique, une sorte de prétention objectiviste de philosophie, généralisant le propos. Toutes ces ambitions n'ont qu'un ressort, on croit qu'expliquer au sens causal et expérimental les événements, les phénomènes ou les personnes, c'est le comprendre. Or, la compréhension comme l'interprétation d'où vient le terme herméneutique, nous l'avons vu en marge des travaux de Friedrich Nietzsche et de Sigmund Freud, des choses et des humains en particulier ne sont pas seulement affaires d'explication à recherche de causes, insistant surtout en manière de signification du monde social ou en matière de compréhension de l'homme. C'est même très rigoureusement cette différence que veut promouvoir la démarche herméneutique et la notion que la désigne dans la Genèse est plus complexe que celle établie rapidement par Gadamer. Il faudrait effectivement en passer par Aristote et la rédaction de l'Organon pour comprendre comment cette notion renvoie à tout un pan de l'histoire de la philosophie, voué à la recherche du sens plutôt qu'à la recherche scientifique. Abrégeons pourtant cette histoire du sens
en résumant l'opposition sur laquelle elle fructifie. L'explication renvoie au comment de choses. Elle édifie une connaissance assurée, mais dont l'assurance est toute mécanique. Elle exige aussi une méthode dont la vanité est contenue dans son unicité et son unilatéralité, tandis que l'interprétation, la recherche de la signification, relève d'une expérience du monde, d'une expérience de rapport aux autres, au sein de laquelle émergent les significations de nos actions et de nos paroles. Dans un jeu incessant entre ce que nous faisons et les modifications successives que la compréhension de ce que nous faisons impose à ce qui est euh, en cours, il y a des significations que pour quelqu'un, pour nous, à chaque fois, elle fait accéder à des vérités révisables et infiniment reprises, mais d'autres vérités que celles de l'explication unique, uniforme, intouchable. L'interprétation nous interdit de dissocier un événement et ses causes du milieu dans lequel il se produit et de la formation que les hommes reçoivent parfois d'ailleurs en les modifiant et en se modifiant. Elle ne contribue plus à une maîtrise parce qu'elle a plutôt vocation à favoriser la rencontre de l'homme avec lui-même, afin de mieux expliciter ce qu'ils ont de ce geste herméneutique de déplacement de valeur. Gadamer pratique un détour par le point d'appui traditionnel de théorie de l'interprétation, c'est-à-dire la traduction. Aucun traducteur, en effet, ne saurait se contenter de transférer de sens, soi-disant donné mécaniquement d'une langue dans un autre. Chacun laissé implicitement, on ne connaît une langue que lorsqu'on pense en et par elle. Traduire correctement, c'est donc nécessairement interpréter une langue dans un autre, mettre en jeu la qualité de l'entente sur quelque chose à laquelle on provient dans ce milieu qui est la langue. Or, si on saisit bien cette différence, au demeurant, répétons-le, classique, on voit mieux, selon Gadamer, l'extrême soumission de l'époque à la seule explication au détermine de la recherche, de la compréhension et du sens. Nous sommes de l'or voués à des échecs cuisants, dont les principaux sont: premièrement, la société se soumet à des rêves technologiques, s'enivre des vertiges de tout savoir et tombe dans la dépendance aveugle à l'égard des experts pour tout ce qui implique une décision. Deuxièmement, la société ne cesse de dépenser le rêve concret d'une domination absolue de la nature, combiné au rêve d'accéder à un savoir sans limite. Ainsi en va-t-il des spécialistes de génétique qui veulent produire le surhomme. Troisièmement, la société rêve de pouvoir tout prévoir en matière de mœurs et de socialité, au mépris de la liberté de vouloir. Elle sonde donc chacun par des moyens scientifiques sans saisir l'absence de sens conféré à l'existence. Encore, Gadamer a-t-il conscience des risques qu'il prend en préférant un tel discours de telle critique, notamment celui de verser dans des propos foncièrement anti-science. Pourtant, ce n'est évidemment pas l'objectif qu'il se donne. Il refuse de s'engager dans une voie de dénonciation. Il ne s'agit pas de renoncer à la science, mais de penser la science autrement, loin de vouloir amoindrir la science.
Gadamer pense le donner une nouvelle importance. Dans ces dessins, il faut simplement prendre conscience du fait que quelque chose est omis dans notre civilisation, entre autres choses, dont nous perdons le thème central de notre existence, la signification symbolisée par le langage, ce mode fondamental d'accomplissement de notre être dans le monde, cette forme qui englobe le tout de la constitution du monde, cela dit, signalons les en passant, l'herméneutique de Gadamer doit être réfléchie dans un contexte tout à fait particulier et plus vaste. Elle s'inscrit dans un réseau de pensées occupé à l'époque face aux sciences humaines par la raison critique, surtout de Théodore Adorno, la raison dialectique, Louis Althusser, la raison communicationnelle, Jürgen Habermas, etc. Et dans ce contexte, elle n'est pas sans entretenir des liens avec la philosophie de Martin Heidegger, en tout cas celle d'être et de temps de 1927. Voilà, notre première partie de notre intervention sur Gadamer est terminée. Au revoir au deuxième partie.